Bonjour. Tel que Elisabeth a mentionné dans les mots d'ouverture, ce matin, on va le dédier à creuser, à mieux comprendre les enjeux reliés à cette notion et pratique de l'autonomie autochtone aujourd'hui au Québec, surtout en nous penchant sur toute la dynamique entre ce qui est le droit historique et les nouveaux droits, des notions que certains parmi vous peut-être reconnaissent, ou d'autres, ça reste quand même une nébuleuse, pas claire. C'est quoi le droit historique, c'est quoi les nouveaux droits? Est-ce que quand on parle de droit historique, c'est déjà des droits à éteindre par les nouveaux droits? Et on va le faire avec deux personnes. Madame Renée Dupuis, avocate, qui va nous apporter à partir de toute sa longue expérience un éclairage, je dirais, historico-juridique sur cette question, en prenant les points saillants, pour qu'on puisse avoir une compréhension plus juste de cette question. Et M. Gilbert Dominique, qui en quelque part va nous illustrer, même si c'est partiellement, mais je pense d'une façon assez claire, à partir de son expérience dans les négociations d'une des communautés Innu, toute cette dynamique des droits et comment elle s'articule, tout le processus, aussi en référence aux nouveaux droits et les droits historiques. Alors chacun aura une demi-heure. D'abord sera Madame Renée Dupuis, tel que vous pourrez le voir dans votre horaire, qui interviendra pendant une demi-heure. On va prendre une pause et après il y aura une intervention d'une demi-heure de M. Gilbert Dominique et 3/4 d'heure de questions, commentaires, débats avec la salle jusqu'à l'heure de dîner. Alors, on a fait le choix de donner le temps suffisant à chacune des personnes pour qu'elles puissent traiter à fond le sujet. On ne voulait pas un panel de 4 ou 5 personnes avec 4 ou 5 points de vue différents. Ce n'était pas notre intention. Notre intention, c'était vraiment que chacun des intervenants puisse disposer du temps suffisant, ce qui nous semble que sera le cas. Alors, on va démarrer avec Madame Renée Dupuis. Comme vous l'avez dans votre pochette, sa présentation, vous pourrez voir qu'elle est avocate et vice-présidente de la Commission du droit de la personne et des droits de la jeunesse depuis le mois d'août 2011. Mais surtout, c'est une personne depuis, je ne sais pas combien d'années, Madame Dupuis, mais une quarantaine d'années peut-être, ou... Probablement, oui. Oui, probablement, qui s'est penchée en tant qu'avocate, je dirais, connaisseuse du droit, des droits autochtones et de tous les processus de négociation gouvernementale sur cette question des droits. Et je dirais, je manque qu'elle ne voudra pas que je le dise, mais je pense que c'est la spécialiste canadienne sur cette question, soit parce qu'elle a travaillé à titre de consultante sur les questions autochtones auprès du gouvernement du Québec et du Canada, a été présidente de la Commission de revendication des Indiens, a été aussi chercheuse à la Commission royale des peuples autochtones. Tout ça lui a valu plusieurs reconnaissances, comme celle du prix du gouverneur général 2001 pour ce livre « Quel Canada pour les autochtones », ou aussi le prix de la Fondation du barreau du Québec pour son ouvrage « Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien ». Comme vous savez, comme vous voyez, c'est vraiment, on joue sur des terrains sûrs. On a été allé chercher une personne que on lui a demandé surtout d'apporter trois dimensions, 3 éclairages sur 3 dimensions, nous faire un rappel historique de l'état des lieux du contexte actuel des droits autochtones au Québec et au Canada, mais surtout au Québec. Des précisions sur cette question que j'ai déjà mentionnée, des droits historiques réclamés par les autochtones du Québec et du Canada, et une clarification de la distinction entre les droits historiques et les droits inédits ou des nouveaux droits, abordant les principes spécifiques qui les sous-tendent dans chacun des cas, soit ce qu'on connaît comme la restitution, en référence au droit historique, soit l'acquisition en ce qui fait référence aux nouveaux droits. Alors, Madame Dupuis, vous avez la parole pour vous toute seule pendant 30 minutes. Et je vous avertirai qu'en resteront 5 minutes, ou si vous voulez avant.
Non, 5 minutes, ça va. Parfait. Merci beaucoup, Madame Dupuis. Merci. Je remercie les organisateurs de l'événement de me donner l'occasion de réfléchir à voix haute avec vous à une question qui est très importante, à mon avis, une question qui me suit, qui m'accompagne, que je n'arrive pas à laisser tomber, comme citoyenne d'abord. Et je tiens à préciser que ce matin, c'est en mon nom personnel que je m'exprime, et non pas au nom officiel de la Commission des droits de la personne, et que je le fais comme partie de mon engagement comme témoin honoraire de la Commission Vérité et Réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation, que vous connaissez probablement, qui a été mise en place comme partie d'un règlement hors cours à la suite de procédures judiciaires qui avaient été prises à l'encontre des Églises et du gouvernement canadien pour la politique dite d'éducation des Autochtones, laquelle, j'ouvre les guillemets, visait à tuer l'Indien dans l'enfant. Je referme les guillemets. Ce sont donc les termes mêmes qui étaient utilisés pour fonder cette politique. Et donc, cette commission a choisi et a fait appel à un certain nombre de personnes qui s'engagent à essayer de contribuer à faire mieux comprendre les raisons de son existence, d'abord. Pourquoi y a-t-il une commission Vérité et Réconciliation au Canada, y compris au Québec? Et est-ce qu'il y a des raisons différentes qui sont à l'origine de cette commission, de ce qui a mené à la commission, par exemple, Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, au Maroc ou dans d'autres pays dans le monde? Je vous remercie de m'avoir invité à réfléchir parce que j'aimerais ça aujourd'hui voir avec vous comment ces questions-là non seulement ne sont pas réglées, mais comment on doit les examiner dans une autre perspective, que quelque chose qu'on veut régler pour mettre derrière soi et que ça soit terminé et que, comme par magie, il n'y a plus de problème et que, par la même magie, on ne soit plus inquiété ou dérangé par ces problèmes-là. Donc, ce sont des questions qui se posent à notre société. Et de la même manière que, comme citoyen, on s'intéresse aux solutions à trouver aux questions environnementales, par exemple, aux questions économiques, aux questions d'éducation, de santé, c'est une question qui nous interpelle comme citoyens. Et si je peux faire une seule chose aujourd'hui, c'est de faire ressortir le fait de la très grande complexité de la question. Et cette complexité-là, elle s'explique en partie par le fait qu'on doit l'examiner non seulement en termes de restitution, c'est-à-dire remettre quelque chose qu'on a pris ou qu'on a volé, ou d'acquisition, c'est-à-dire de devenir propriétaire ou possesseur de quelque chose, mais on doit l'examiner comme ce que j'appelle un continuum de droit, une espèce d'éventail. Un continuum, c'est une ligne continue de toutes sortes de droits, de différentes natures, qui sont hérités de différentes ou créés à certaines époques, à différentes époques. Et si on les examine, c'est pas pour rien qu'on parle de restitution de droits passés et d'acquisition de nouveaux droits, donc on fait appel au passé et au contexte contemporain. Mais comment, si on l'examine sur une ligne de temps, on ne peut pas faire autrement que si on examine, si on prend comme géographie, prenons le Québec ou le Canada en général, si on l'examine à la fois sur un espace géographique, un axe géographique, mais aussi un axe de temps, il y a différentes époques de peuplement, différents régimes politiques et juridiques
qui se sont élaborées, mises en place, qui ont été influencées, des fois carrément mis de côté par cette superposition donc de peuplement et de régime juridique. Et pour moi, donc, il ne s'agit pas d'opposer des droits anciens à des droits nouveaux, mais plutôt ce qu'on a appelé d'ailleurs des revendications, c'est-à-dire peut-être d'anciens droits qui n'étaient plus reconnus. Et donc, des revendications, c'est des droits qui appellent une reconnaissance. Et qu'est-ce que c'est des droits? C'est des revendications qui ont été formellement reconnues, qui ont été formellement confirmées, donc qui ont basculé dans le domaine du droit. Et cette confirmation ou cette reconnaissance, elle peut être le résultat d'initiatives unilatérales ou d'initiatives bilatérales, on va voir de quelle manière. Et elles peuvent être constatées soit dans des textes de loi, des lois constitutionnelles ou des lois ordinaires ou des règlements, ou bien dans des jugements, parce que les jugements sont créateurs de droits, ou bien dans des ententes négociées entre, par exemple, des gouvernements et des peuples autochtones. Alors, je pense qu'il est important, donc, de se situer dans une perspective où un axe de territoire, un axe de temps, il y a certains territoires qui étaient occupés par certains peuples. Il y a certains territoires qui ont été occupés au départ par certains peuples et qui ont été par la suite occupés par d'autres peuples. Et c'est pour ça que je parle de superposition, donc de revendications et de superposition de droits qui ont des sources distinctes parce que dans le temps, il y a des régimes différents qui se sont installés et des natures diverses parce qu'on va voir que selon la source qui crée le droit, on peut avoir affaire à différents... C'est pas la même chose d'être propriétaire que d'être possesseur d'un droit. Donc ça, on peut le comprendre facilement. Alors, je vous invite à vous méfier de la simplification dans ce domaine. Vous allez être mal servi. Et les simplifications, je pense que dans tous les autres domaines de la vie, on accepte assez facilement qu'on a affaire à des questions qui se sont complexifiées pour toutes sortes de raisons, y compris parce que les gens sont plus scolarisés, plus éduqués, veulent participer eux-mêmes à la délibération publique de ces questions-là. Et donc, on a affaire à un domaine qui est complexe et je vous donne juste un exemple. Il y a un jugement qui a été rendu en 1973, c'est le jugement qu'on appelle Calder, C-A-L-D-E-R. Le jugement de la Cour suprême en 1973, il vient renverser une centaine d'années de jurisprudence canadienne. Et en faisant ça, donc c'est un jugement qui portait sur la question de savoir si les Indiens de la Colombie-Britannique, comme on les appelait à l'époque, ont toujours des droits aboriginaux, donc des droits fondamentaux, des droits à titre de premiers occupants de ce territoire-là dans le régime canadien. Et jusque-là, la jurisprudence impériale du Conseil privé avait, à la fin du 19e siècle, avait établi que vous n'aviez de droit, si vous étiez un peuple autochtone, que dans la mesure où ça avait été explicitement inscrit dans un texte de loi. Donc, vous avez un droit si c'est marqué dans une loi. La proclamation royale de 1763 prévoit des droits particuliers pour les Autochtones. Donc, on peut se réclamer de la proclamation royale de 1763. Mais si ce n'est pas mentionné, ce qui fait que, par exemple, pour la partie de la ligne de temps historique, on a dit pendant très, très longtemps que le régime français avait éteint toute revendication de droits autochtones parce qu'il n'en parlait pas. Donc, la superposition de fait d'un peuplement et de l'installation d'un régime juridique avait
écarter toute revendication autochtone de survivance d'un droit au territoire, d'un droit à l'autonomie gouvernementale et autres. Et donc, la jurisprudence de Calder est venue renverser cette tendance complètement et est venue dire que l'occupation et l'utilisation de fait par un peuple donné d'un territoire particulier dans la géographie canadienne, y compris le Québec, peut être source de droit. C'est un renversement majeur, il faut le constater, il faut le considérer et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Dans le sens où il y a des peuples autochtones qui peuvent, dans ce cas-là on parlait de la Colombie-Britannique, mais ça s'applique ailleurs. Et je fais une parenthèse sur l'application des jugements de la Cour suprême du Canada au territoire du Québec. Dans la mesure où on est dans des situations comparables, la Cour suprême est la Cour de dernier ressort, donc ces jugements s'appliquent à des situations similaires au Québec. Donc, on a dit, les gens qui étaient en Colombie-Britannique, à cette époque-là, ont des droits du seul fait qu'ils ont occupé et utilisé un territoire traditionnel. Par ailleurs, la question de savoir est-ce que ces droits ont survécu à l'établissement du régime français, du régime britannique, du régime canadien et du régime provincial qui a suivi, donc l'établissement du régime canadien, donc fédéral et provincial. La question a divisé les juges à 3 contre 3 et le 7e juge a décidé que ce n'était pas la bonne procédure. Donc, techniquement, les Autochtones ont perdu leur cause, mais ce que ça a provoqué, c'est que, d'abord, c'est une onde de choc dans les milieux politiques et juridiques, dans le sens où on s'est retrouvé dans une situation où les tribunaux venaient de créer une nouvelle catégorie de droits. Donc, dans ce sens-là, si on parle opposition, droit ancien, droit nouveau, ils ont créé une nouvelle catégorie de droits qui est vous pouvez revendiquer des droits si vous êtes en mesure de prouver que vous avez utilisé et occupé de façon immémoriale un territoire, vous aurez des droits sur ce territoire-là. Lesquels, c'est à voir, mais je pense que l'onde de choc a amené donc les gens à réfléchir et surtout le gouvernement fédéral a décidé de changer de stratégie et de ne pas laisser l'incertitude pour le gouvernement aux tribunaux, c'est-à-dire de ne pas laisser les tribunaux dans une position où ils pourraient dire et imposer des droits au gouvernement. Donc, ils ont décidé d'adopter une politique de négociation, donc de régler par la négociation les droits, les revendications territoriales des peuples autochtones. Et ils ont décidé qu'ils allaient établir 2 catégories de droits qu'ils étaient prêts à négocier ou dont ils étaient prêts à négocier le règlement. La première catégorie, c'est ce qu'on a appelé les revendications territoriales globales. Les revendications territoriales globales, c'est celles qui sont fondées, et c'est pour ça que je dis que l'onde de choc s'est traduite par la suite en réflexion publique et réflexion politique et amendement de politique publique par l'adoption de ces 2. Le texte de Calder, c'est exactement le texte qui fonde les revendications globales. Si vous avez utilisé, occupé un territoire historique, que vous êtes capable d'en faire la démonstration et que vous n'avez pas cédé vos droits sur ce territoire-là par un traité historique, on va voir un peu plus loin de quoi on parle, et que ces droits-là n'ont pas été éteints par des lois ou par des jugements, à ce moment-là, on est prêt à négocier le règlement de ces ententes-là et le chef Dominique va nous parler de la question des Inuits et de la revendication plus particulière des Inuits dans ce domaine-là. Les ententes négociées doivent jusqu'à maintenant comporter la cession des droits ancestraux ou des droits historiques que soit les Premières Nations, soit les Inuits qui signent ces ententes-là ont sur leur territoire traditionnel. La deuxième catégorie de droits, c'est ce qu'on appelle les revendications particulières. C'est ce que le
gouvernement fédéral donc, a appelé revendication territoriale parce qu'on aurait pu dire on va avoir une politique de négocier les droits territoriaux ou on va avoir une politique de régler les droits particuliers. C'est intéressant et c'est comme ça que le terme revendication a fait son chemin dans le discours public aussi. Donc, et le choix des termes, vous excuserez mon billet d'avocate, mais le choix des termes n'est pas innocent. Si je vous dis on est en train de revendiquer les droits, on ne se met pas dans la même position que si je vous dis on est en train de négocier les revendications. Parce que si vous négociez les revendications, c'est que vous reconnaissez, c'est-à-dire vous ne reconnaissez pas qu'au départ, il y a un droit à régler, à discuter, à établir, dont il faut établir les fondements ou la portée. Alors, les revendications particulières sont fondées, elles, sur ce que le gouvernement a appelé le non-respect des traités, ce qu'on pourrait appeler la violation des traités historiques, qui ont été grosso modo conclus entre les années 1850 et 1930, de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique. Alors, je ne veux pas qu'on oublie l'axe de la géographie et l'axe de temps historique. L'axe de géographie, c'est que on est arrivé par l'Est. Les Européens sont arrivés par l'Est, ont occupé un certain territoire et vont de plus en plus vers l'Ouest. Entre-temps, il y a 1760, établissement du régime. Il y a des régimes concurrentiels. Le régime britannique était bien installé dans ce qui est le nord du Québec aujourd'hui et le régime français plutôt dans la partie des 2/3 nord et sud, donc du Québec actuel. Mais à partir de 1763, on sait que c'est le régime britannique qui s'est installé à la grandeur et qui a voulu donc développer le territoire en allant vers l'ouest. Alors on part de l'est, on s'en va vers l'ouest. Et ce faisant, puisqu'on est dans le cadre de la politique impériale britannique, on conclut des traités par lesquels on obtient la cession des droits en échange de droits de chasse, droits de pêche, dans certains cas, droit à des équipements médicaux et dans certains cas, à des écoles. D'ailleurs, je vous invite à vous intéresser au projet de loi qui est déposé à l'heure actuelle devant les chambres des communes sur la question de l'éducation. Il y a encore des traités historiques pour lesquels on n'a jamais donné les écoles qu'on avait dit qu'on donnerait si les gens faisaient la demande en 1889. Soit le non-respect des traités historiques, soit l'aliénation illégale des terres. Je vous donne un exemple concret qui s'applique au Québec. Il y a une route qui s'appelle la route 138 sur la côte nord, rive nord du Saint-Laurent, part de Québec, qui va maintenant jusqu'à Natashquan, et qui a été construite donc dans les années 1930 par le gouvernement du Québec pour ouvrir donc la côte nord. Elle traverse à un moment donné la réserve de Pessamit, qui est une réserve Innu près de Bécomo. Et à l'époque, on n'a pas obtenu l'obtention du permis fédéral qui était requis pour... donc, le gouvernement fédéral a laissé la province construire une route sans permis et donc sans indemniser la Première Nation Innu pour la partie de terre qu'elle a perdue par l'établissement de la route. Et donc, c'est contraire à, non seulement à la loi fédérale sur les Indiens, qui obligeait le gouvernement fédéral à voir à ce qu'il y ait un permis, mais c'est contraire aussi à un principe plus général de droit, selon lequel, si vous êtes exproprié, vous avez le droit à une indemnisation. Cette revendication particulière avait été rejetée par le gouvernement fédéral dans le cadre de la politique des revendications particulières. Et elle a été, la Première Nation en a fait appel à la Commission des revendications des Indiens que je présidais, ce qu'elle avait le droit de faire. Et finalement, dans le cours de l'enquête que la Commission menait, le gouvernement fédéral a révisé sa position juridique et conclu qu'en effet, il y avait un élément une obligation légale qui n'avait toujours pas été respectée 75 ans plus tard et que ça devenait un élément sur lequel on pouvait fonder la négociation et le règlement de cette revendication-là. Alors, ces négociations qui se mettent en place
soit les négociations des revendications particulières, soit les négociations des revendications globales. Dans tous les cas, les ententes qui en résultent entre, d'une part, le gouvernement fédéral et aussi le gouvernement provincial, parce que dans le cas d'une revendication comme celle des Inuits du Québec, qui porte sur un territoire de province, le gouvernement fédéral exige que la province soit présente et donc participe. Alors, on a affaire à une négociation tripartite, où il y a le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois et les Premières Nations, une ou plusieurs Premières Nations. Je dis bien tripartite parce qu'on pourrait penser que c'est une négociation bipartite parce que tu as l'État d'un côté et les Autochtones, mais dans la réalité, on s'aperçoit à l'usage que les intérêts du gouvernement fédéral concordent pas nécessairement avec les intérêts du gouvernement provincial qui est en cause, et c'est pas seulement dans le cas du Québec. Et donc, on est vraiment en présence d'une négociation tripartite avec des intérêts différents. Alors, on peut, dans ces ententes-là, à la fois confirmer ou reconnaître des droits passés et en même temps arriver à une entente sur l'acquisition de nouveaux droits. C'est-à-dire, l'existence des droits passés, par exemple, des droits fondés sur l'occupation historique du territoire, des droits de chasser, pêcher, cueillir, donc droits sur les ressources naturelles. Ou ça peut être l'acquisition de nouveaux droits dans le sens que on acquiert des structures de gouvernance nouvelles, on établit des nouveaux programmes particuliers de santé, on obtient des compensations financières ou on obtient des nouveaux droits de cueillette des ressources naturelles ou de participation à l'exploitation des ressources naturelles. Alors, on voit bien qu'on n'est pas dans un monde d'opposition entre vous aviez des droits, c'est terminé, c'est réglé, on met ça derrière nous et ce qu'on vous concède, ce sont des nouveaux droits. On a vraiment, c'est pour ça que je parle d'un éventail de droits, d'un continuum de droits où il y a des droits historiques qui vont, comme le droit à l'autonomie, qui peuvent se perpétuer à travers une entente contemporaine de négociation et donc survivre à côté d'un ensemble de droits qui peuvent être nouveaux dans la mesure où l'entente est contemporaine. Et on a, quand je dis qu'ils sont aussi des droits de nature différente, vous comprenez que si on dit vous gardez une certaine autonomie gouvernementale que vous aviez avant, vous gardez certains types de droits sur le territoire. Ce sont des droits historiques inhérents qu'on fait passer dans une forme d'exercice différente dans l'entente. C'est un droit qui est de nature différente que si je dis, en plus de ça, je vais consentir comme gouvernement ou comme État à vous reconnaître des nouveaux droits qui deviennent des droits contractuels. Ils sont créés par la Convention, par l'entente qui est mise en place et qui est négociée. Et je voudrais vous donner un exemple précis de ce qui est ce genre d'entente qui est issu d'une négociation de revendication dite globale. Parallèlement à cette politique donc, qui a été établie en 1973 à la suite du jugement Calder, il y avait des procédures qui avaient été prises par ce qui était à l'époque l'Association des Indiens du Québec contre le gouvernement du Québec qui avait décidé de développer le projet de développement de la baie James. Alors, vous avez sur un certain nombre d'entre vous des cartes, tout ce qui est territoire de la baie James. En gros, c'est le territoire de la terre de Rupert, c'est pour ça que je dis qu'à une certaine époque, si on revient sur la ligne de temps historique, à une certaine époque, on avait un régime français, mais on avait aussi un régime britannique dans la terre de Rupert. Et ce régime britannique qui avait donné des droits de gouvernance à la Compagnie de la baie du Tson, la Compagnie de la baie du Tson l'a redonné à la couronne britannique au 19e siècle. La couronne britannique a transféré sa souveraineté au Canada 1870 et le fédéral et le Québec et l'Ontario ont fait des lois pour étendre les frontières nordiques du Québec et de l'Ontario. Donc, il y a une loi québécoise qui porte sur l'extension des frontières et une loi fédérale qui prévoyait que cette obligation d'obtenir la remise des droits des habitants si on voulait développer le territoire. Donc, c'est l'esprit des traités historiques. C'est toujours
à l'origine, on est toujours dans la politique impériale britannique de négocier des traités si on veut prendre possession des territoires. Donc, cette obligation d'obtenir la remise qui avait été faite au départ à la Compagnie de la baie d'Hudson a été rétrocédée à la Grande-Bretagne, qui l'a rétrocédée au Canada, qui l'a imposée au Québec. Donc, on a un article d'une loi constitutionnelle de 1912 qui étend les frontières du Québec à la condition qu'il y ait une remise, qu'on obtienne la remise, donc on négocie la remise ou la cession, si vous voulez, des droits des Autochtones sur le territoire. Entre 1912 et 1972, on a considéré que cette disposition d'une loi constitutionnelle n'avait pas d'effet dans la réalité. C'était très téméraire. Et ça a amené à un jugement de la Cour supérieure du Québec, oui, en 1912, qui a accordé une injonction à l'Association des Indiens du Québec et qui compromettait le développement de la baie James à cette époque-là, lequel développement était lié à une promesse électorale du premier ministre de l'époque, M. Bourassa. Et donc, on avait prévu procéder au développement sans d'abord obtenir la remise des droits des Indiens. Ce jugement-là a été renversé en appel pour une question technique. C'est intéressant d'ailleurs, quand on prend une procédure en injonction, il y a une argumentation technique qui est qu'on doit balancer les inconvénients. Les intérêts de 6 000 Autochtones ne font pas le poids avec les intérêts de 6 millions de Québécois. Donc, ils ont perdu, l'injonction a été renversée. Ça a amené à une négociation, à la conclusion d'une entente qui s'appelle la Convention de la baie James et du Nord québécois, dans laquelle on a négocié et conclu un certain nombre de choses, à la fois reconnaissance de droits historiques passés et établissement de droits nouveaux, établis par contrat dans la Convention. Ces droits convenus par contrat ont été mis en vigueur par des lois fédérales et provinciales pour chacune des juridictions. Et surtout, les droits historiques des Premières Nations non signataires de la Convention ont été éteints unilatéralement et sans indemnisation, à ce jour du moins, par la loi fédérale qui a mis la Convention en vigueur. Par ailleurs, à côté de cette politique-là, on va voir en 1982, vous vous rappelez de la rapatriement, ce qu'on a appelé l'opération rapatriement de la Constitution. On en a profité pour rapatrier la Constitution, mais aussi reconnaître, parce qu'il y a eu des revendications, on imagine bien, constitutionnelles, et finalement, on a créé et reconnu et confirmé des droits constitutionnels collectifs à des groupes qu'on a appelés les peuples autochtones du Canada. Ce qui fait que, en faisant ça en 82, une série de précédents, on reconnaît l'existence collective comme peuple des Premières Nations, des Inuits, donc ce qu'on appelle les Indiens dans la Constitution, les Inuits et les Métis. On reconnaît qu'ils ont deux types, et on confirme deux types de droits, leurs droits historiques, qu'on a appelés les droits ancestraux, et leurs droits issus de traités, c'est-à-dire tous les droits qui ont été créés par des traités, soit les traités historiques, soit les accords plus récents contemporains, comme la Convention de la baie James, et la Convention du Nord-Est québécois, qui est un accessoire pour les Naskapi. Convention de la baie James, donc, avec la Première Nation Cri, les Premières Nations Cri et les Inuits. Et on a surtout aussi créé un précédent en leur donnant le droit de participer à toute discussion constitutionnelle sur des questions les concernant. Autrement dit, ils ne sont plus des objets de la loi, ils sont des sujets participant à la définition de tout ce qui est législation qui les concerne. Il y a eu à la suite, on n'a pas réussi à s'entendre dans une série de conférences constitutionnelles sur la portée de ces droits-là. Il y a eu de nombreux jugements qui ont défini quels sont ces droits, quelles sont ces pratiques et quelles sont ces coutumes qui peuvent être reconnues et qui sont protégées d'une manière... Ce qui est important de comprendre, c'est si vous avez un droit constitutionnel qui est nouveau, qui est reconnu dans la contemporanéité, ces droits-là sont à l'abri, pas d'une manière absolue, mais sont à l'abri jusqu'à un certain point des lois fédérales et des lois provinciales. Donc, on parle de pratiques et de coutumes. Les jugements peuvent donc créer des droits. Ils ont, entre autres, imposé au gouvernement l'obligation au moins de consulter les Autochtones, par moment de les accommoder, donc de modifier des projets, des politiques, des lois. Et dans certains cas plus restreints, ils ont même évoqué la possibilité d'un droit de veto aux Autochtones.
À côté de ça, il y a une autre source de droit qui est importante, qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle le droit coutumier autochtone, qui est reconnu par la législation fédérale. Donc, la législation fédérale ou la législation provinciale, d'ailleurs, reconnaissent que, pour ce qui est du fédéral, en matière d'adoption et d'élection, les bandes peuvent être régies par leur droit coutumier. Ce qui veut dire, et je vais faire le lien entre l'autonomie, les élections étant un élément du mode de gouvernance, on est en face d'un droit de se gouverner. Quelle est la portée, c'est à définir, mais de se gouverner selon notre droit historique coutumier, qui a priorité sur les dispositions législatives contemporaines et qui survit à l'établissement, dans la ligne de temps, qui survit à l'établissement des régimes juridiques successifs. Au Québec, parallèlement aux discussions constitutionnelles, le Conseil des ministres, dans un premier temps, et l'Assemblée nationale, en 85, ont reconnu que les nations autochtones, donc sur le plan canadien constitutionnel, on parle des peuples autochtones, le Québec, qui était à part dans le processus constitutionnel, a reconnu qu'ils constituaient les peuples aborigènes, des nations distinctes qui ont droit à leurs coutumes et leurs traditions. Donc, il y a une reconnaissance là qui n'a pas de valeur obligatoire comme une loi parce que c'est une motion de l'Assemblée nationale ou c'est une décision du Conseil des ministres, mais il faut avoir à l'esprit qu'on vient de changer la perspective quand on dit vous êtes des nations distinctes et qu'on doit négocier avec vous l'exercice de vos droits. Et pour terminer, je voudrais dire que toute cette question-là, je ne veux pas entrer sur l'entente de principe tripartite avec les Inuits parce que le chef Dominique va en parler, mais c'est un élément majeur qui introduit une nouvelle façon de faire. Et surtout, ce que je veux dire en terminant, c'est que toutes ces notions de droit, tous ces différents types de droits qui s'exercent ou qui ont de la difficulté à s'exercer dans le régime juridique canadien, doivent maintenant être, donc dans notre ligne de temps historique, on doit ajouter un élément du droit international qui est la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones en 2007, que le Canada a finalement ratifié avec des réserves en 2010, mais qui constitue, même s'il ne s'applique pas directement en droit canadien, il constitue quand même une source de droit qui aide à interpréter et qui est un cadre de référence quand on va interpréter, soit dans les lois, soit par les tribunaux, quels sont les droits et dans la mesure où cette déclaration-là, par exemple, reconnaît des droits à l'autonomie gouvernementale qui ne sont pas reconnus tels quels dans la législation canadienne, ça a une influence directe sur le type d'argumentation que les Autochtones vont faire et le cadre de référence auquel on a par ailleurs consenti sur le plan international. Je vous remercie. Merci, Madame Dupuis. Je retiendrai deux choses de votre exposé. Il y en aurait beaucoup d'autres, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est d'une grande complexité. Non? Je pense qu'on en a pris conscience plus que jamais en vous écoutant qu'il y a beaucoup de niveaux à tenir compte. Et cet axe territoire et axe âme que vous croisez, il me semble que c'est quelque chose d'incontournable pour comprendre, non? Et bien situer chacun de ces différents types de droits. Et le deuxième élément, je dirais aussi que 1973 semble marquer une inflexion, un changement majeur, non, dans toute cette processus ou continuum historique de réclamation des droits. On aura le temps d'en débattre avec les éclairages dans les cas concrets nous emmènera le chef Gilbert Dominique. Je vous libère pour la pause, mais je vais dire, il y a quelqu'un qui a perdu sa carte opus dans la salle, alors cherchez dans vos poches, sinon vous aurez problème pour retourner à la maison. Elle va être dans la table en avant pour ceux qui l'auront perdu. À 11h pile, on reprend. Quand vous serez appelé à rentrer, je vous prie le maximum de collaboration. Merci beaucoup. Deuxième partie de la première séance avec le chef Gilbert Dominique Innu et le chef, et je m'excuse si je ne prononce pas bien, vous me corrigerez,
de l'organisation politique Pequacaminatash Takuyakan. J'imagine que je n'ai pas bien prononcé. Alors, si vous voulez répéter. Oui. C'est Pequacaminatash Takuyakan. Ah, c'est ça. Hein? Vous avez compris. Maintenant, vous avez compris. Hein? De la Première Nation de... Nachtawiyats. Qui est dans la région du lac Saint-Jean. Il a été chef de 2006 à 2010. Il est depuis 2013 à nouveau. Mais il a une implication au sein de sa communauté depuis longue date. Surtout en ce qui concerne la reconnaissance et le respect des droits, surtout au plan territorial. En tant que chef, je pense qu'il a une longue expérience de toute la complexité et la difficulté de négociation de l'application des droits. Et c'est sur ça qu'il va nous entretenir en complément, je dirais en parallèle. Au premier exposé, on pourra saisir peut-être plus précisément, plus visuellement, ces questions qui nous ont été clairement exposées par Mme Dupuis dans la première partie. Vous disposez aussi d'une demi-heure et après on rentrera dans une période de questions. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. Dominique. Quoi notem par Peketchek, mais Temeletan, Katitukshanan, Ute Moak Assi. Je voudrais bien sûr, là, tout d'abord, vous remercier l'organisation pour cette belle invitation. Mais d'entrée de jeu, remercier Chad pour le temps qu'il nous a offert au début là, pour un peu là, se concerter, se rappeler bien sûr d'où l'on vient, parce qu'on vient tous et toutes là, de la même planète, de la même place. Je pense que c'est fondamental, là, cette partie-là. Puis, dans ce genre d'activité qui précède nos rassemblements, nos grands rassemblements là, dans nos territoires, à peu de choses près, c'est des cérémonies qui se ressemblent tout simplement parce que, dans le fond, ce qu'on veut dire merci, c'est à tout ce qui nous permet d'être ici tous sur cette terre, que ce soit l'eau, l'air, le feu, la terre. On bénéficie tous et toutes de ces éléments-là. Donc, on veut bien sûr prendre le temps de remercier. Puis c'est ce qui nous unit hein, comme peuple de la Terre, au-delà de nos différences culturelles, nos différences linguistiques. Ce qui nous réunit, c'est qu'on vient tous et toutes du même coin de pays, du même coin, je vous dirais. Un grand merci pour l'invitation. Partager notre expérience sur le processus de négociation à laquelle notre communauté est engagée depuis là, les années fin 70. Je vais vous partager que pour nous, c'est un immense défi. Il faut demeurer toujours très optimiste. Puis heureusement que de nature, nous sommes toujours très optimistes pour, malgré les nombreuses vagues qui, des fois, là, arrivent de l'Est, malgré les tourmentes, malgré les déceptions, maintes fois, là, arrivées, on garde espoir que, inévitablement, il y aura sur notre coin de pays, du moins sur ma communauté, là, deux grandes nations qui se respectent et qui ont décidé de partager là, ce merveilleux territoire que nous habitons. C'est bien sûr notre approche, donc nous allons vous partager là, aujourd'hui là, tout ça. D'entrée de jeu, je viens de la grande famille des Inuits, okay? Donc ma communauté qui est située là, ce qu'on pourrait qualifier comme étant le bassin versant du lac Saint-Jean, du Piekouagami. Donc le lac Saint-Jean dans notre langue, c'est le Piekouagami. Donc on vient de cette région-là.
Le Piekwagamie, c'est le territoire traditionnel de l'ensemble de ma Première Nation. Dans notre langue, on dit Piekwagamie Inuits. Donc, c'est les Inuits du Piekwagamie. Donc, Piekwagamie Inuits. Inuits étant le pluriel de Innu, tout simplement. OK? On fait partie de la grande famille des Inuits. On est 9 communautés là, sur le territoire appelé le Québec. Puis j'ai mis une carte là, ici. Là, on est la communauté la plus à l'ouest, je vous dirais. Et vous voyez là comme un carré, ça c'est la communauté de Noutaquan. Et il y a encore deux autres communautés un peu plus là, à l'est de Noutaquan. OK? Donc, j'ai mis cette carte-là pour vous présenter, bien sûr, un peu là, le territoire qui est touché par toute la question de nos droits, un territoire que nous occupons, que nous avons occupé, que nous occupons encore aujourd'hui. Mashtowiats, situé là au cœur du Piekwagamie, nous avons une population résidente de 2300 membres. On est la plus grosse communauté qui a un nombre de membership important. On est un peu plus de 6000 membres. Donc, je vous dirais là, qu'il y a autour de tout près de 60% de notre population demeure à l'extérieur de la communauté pour plusieurs facteurs, le travail, les études, l'accès au logement dans la communauté. Donc, un bon nombre de nos membres, on parle de 400 ou 600 personnes vivent dans la région de Saguenay, la ville de Saguenay et ses environs. Je suis chef de la communauté depuis mai dernier, effectivement, mai 2013. Ça va faire bientôt un an. Auparavant, j'ai été chef là, de la communauté pendant 7 ans consécutifs, 2003-2010, avant de prendre une petite pause. Vous allez voir que les défis sont immenses, donc inévitablement, pour assumer le leadership de nos communautés, il faut être, là, je vous dirais, à 125% là, en excellentes conditions. Donc, il y a 3 ans, j'ai senti que j'avais besoin d'une pause pour refaire le plein d'énergie. Et ça a été là, très bénéfique pour moi personnellement. Donc, juste avant, j'avais fait aussi là, 2 mandats comme conseiller, comme un élu à Mashtowiats consécutif, donc depuis entre 1997 et 2003. OK. On a une communauté chez nous qui est très jeune. Encore une fois, on peut parler certainement au moins de 40% de notre population a moins de 30 ans, certainement. Donc, population là, très, très jeune. Une population qui a d'immenses défis, notamment sur le plan linguistique. On est autour de 20-25% de notre population qui parle encore notre langue aujourd'hui. Bien sûr que le défi est immense, qu'on sait qu'il y a autour de 200 000 Québécois, Québécoises qui vivent là, voisins de nous. Donc, maintenir en vie une langue, là, c'est pas nécessairement facile. Et je prends l'exemple du peuple québécois à travers l'Amérique du Nord, de survivre la langue française parmi la langue anglaise, inévitablement, c'est un immense défi. Donc, ce défi-là, je pense que nous le portons conjointement à des degrés différents. On a assurément des grands besoins sur le plan social, sur le plan de notre santé en général, de notre communauté, incluant toute la dimension de la vie économique. Hein. Vous savez, là, créer le nombre d'emplois nécessaires pour permettre à nos jeunes d'aspirer à un avenir intéressant là, pour leur propre famille, créer ça dans 15 km², là, c'est pratiquement impossible. Impossible. OK? Donc, pour nous, c'est un besoin vital de baser notre développement sur, comme nos ancêtres l'ont fait, sur ce que nous sommes. Et bien entendu sur ce que nous avons comme droit et bien sûr là, de s'épanouir là, sur l'ensemble de notre territoire ancestral. Donc, c'est notre approche, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui fait en sorte que qui nous guide, oui, dans notre cheminement vers l'atteinte de notre propre autonomie. Aujourd'hui, très rapidement, je vais vous partager là, notre plan de match, OK, pour l'atteinte de notre autonomie, parce qu'on parle de négociation, c'est un moyen, hein, c'est un moyen de la négociation territoriale globale que nous menons, c'est un moyen pour atteindre ce que nous visons. Dans un premier temps, c'est assurément notre propre autonomie.
OK, comme peuple, prendre enfin nos propres décisions, notre propre destinée, faire des choix là, qui sont propres à nous, qui font en sorte qu'on va inévitablement améliorer l'état de la situation dans nos communautés. Donc, c'est ce qui nous maintient en vie, je vous dirais, c'est ce qui nous garde en vie et c'est ce qui est partagé par l'ensemble des Premières Nations à travers le pays, j'en suis persuadé. Je vais vous partager rapidement également le cheminement de notre négociation territoriale globale que nous menons depuis les fins des années 70 et bien sûr la partie importante, là, pouvoir répondre à vos interrogations par la suite. Au niveau de la négociation territoriale globale, ce qui nous guide dans nos actions vers l'atteinte de nos objectifs d'autonomie, on s'est donné des fondements qui sont importants. Okay? C'est-à-dire, on fonde notre démarche de négociation sur des principes qui sont fondamentaux. Tout d'abord que notre Première Nation et l'ensemble des nations là, à travers le pays ont toujours été des sociétés organisées. Okay? Ce avant, bien sûr, le contact. Notre Première Nation et nos Premières Nations constituent des sociétés qui sont distinctes de par leur langue, qui a traversé des millénaires. Distinctes de par notre culture, nos traditions, notre spiritualité également, qui est encore aujourd'hui très présente. Distinctes par la relation que nous avions avec le territoire traditionnel, le territoire que nous avons occupé depuis des millénaires et que nous occupons encore aujourd'hui. Pour assurer notre survie, nous avons toujours prélevé les ressources de la terre. Okay. Donc, on a toujours été en relation avec le territoire pour s'assurer que de notre survie. Nous avons assurément des droits ancestraux qui comprend un titre aborigène sur une tassinane de notre langue qui veut dire notre territoire. Et finalement, nous n'avons jamais cédé nos territoires par le bien de traités ou quoi que ce soit. Donc, c'est ces éléments qui nous guident, là, bien sûr, là, dans notre démarche de négociation. On s'est donné un plan de match pour atteindre notre objectif d'autonomie. OK? Vous allez voir que c'est un double défi que nous avons. Bien sûr, à partir de notre autonomie, notre autonomie passe par l'exercice de nos droits ancestraux, qui comprend le titre aborigène ou le titre Innu. Alors, on doit convenir avec le Québec et le Canada, là, et nous, les gouvernements des Premières Nations, des modalités d'exercice de nos droits sur le territoire. Okay? Vous allez voir qu'on n'est pas dans une dynamique de discussion avec le fédéral pour voir effectivement quels sont mes droits, pour définir là, bien concrètement et paramétrer quels sont mes droits. On va convenir que nous avons des droits de part et d'autre. Moi, j'ai des droits comme Première Nation, comme gouvernement Innu. Le gouvernement du Québec a aussi des droits. Le gouvernement du fédéral a aussi des droits. On en convient, effectivement. Maintenant, on va s'entendre sur les modalités d'exercice de nos droits. Okay. Donc, c'est une approche qui est un peu différente, qui est novatrice, et c'est une approche qui ne cadre pas du tout dans la politique de revendication là, du fédéral, où là, c'est une question d'échange de droits pour des droits nouveaux. Dans notre langage, là, ça aboutit à une extinction des droits, et pour nous, c'est tout à fait inadmissible. L'autre défi que nous avons, c'est que pour assurément, éventuellement, porter notre propre autonomie, nous, comme société, il faut s'organiser dans un contexte de contemporain. Là, donc, on a d'immenses défis. Il faut développer, bien sûr, toutes nos compétences, développer nos structures pour éventuellement être en mesure de porter tout ça, parce qu'on est convaincu que c'est de grandes responsabilités que nous avons à porter et qu'elles vont être encore plus grandes lorsqu'on aura convenu là, d'un traité avec les autres niveaux de gouvernement. Et pour y arriver, il faut s'assurer qu'on a une situation, un état de santé là, acceptable ou comparable à nos voisins. Okay? Donc, pour nous, c'est un défi qui est immense. Donc, en même temps qu'on souhaite notre autonomie, on sait bien que nous avons là, beaucoup de travail à faire sur le plan local dans nos communautés pour améliorer l'état de santé en général, créer de la perspective économique pour nos jeunes pour aspirer éventuellement à avoir un emploi,
bien former nos jeunes, bien éduquer nos jeunes, bien entendu, avoir la meilleure éducation possible pour s'assurer qu'ils puissent prendre une place là, importante dans le devenir de notre société. Peut-être là, très rapidement, faire un historique de notre négociation. Maître Dupuis l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu un point tournant dans toute la dimension juridique qui a amené par la suite là, à entamer, du moins au niveau du Québec, là, une séquence de négociations, une certaine séquence de négociations, je vous dirais. Donc, on part de 73 avec la cause Calder. Je pense que Maître Dupuis là, a largement parlé de ce facteur-là. En 74 est apparue la politique tout de suite après, donc le gouvernement a voulu cadrer, bien sûr, là, cette nouvelle bibite qui apparaissait. Là. Donc, une politique fédérale de revendication territoriale. Donc, il y avait le concept d'échange de droits pour de nouveaux droits. Nous, on pense que c'était là, assurément une visée d'extinction des droits. En 75, avec les méga-projets hydroélectriques du gouvernement du Québec, est arrivée la convention de la baie James, c'est BJNQ. Okay. Cette convention-là a affecté, bien sûr, le territoire des Inuits, des Atikamekw, des Anishinaabe. Okay. Donc, on est venu là, carrément là, porter atteinte à notre territoire sans consultation, sans qu'on soit partie prenante. Et pour nous, notre communauté, vous allez voir, pour nous, c'est peut-être un peu moins significatif, mais pour la communauté de Pessamit, et là-dessus, on n'a pas celle de Ouachat, Matimecoche, tout ce qui est en jaune, c'est le territoire qui a été touché par la Convention, okay, de la baie James, et inévitablement, on est venu là, fortement là, toucher au territoire et aux droits des communautés de Pessamit, Matimecoche, tout près de Shefferville, Obedjouan également, communauté atikamekw qui a été là, grandement frappée par cette convention-là. Donc, ça a eu l'effet d'éteindre les droits, nos droits sur ce territoire-là, et ça a provoqué, bien sûr, une vive réaction à l'époque. Okay, des communautés. En réponse à ça, bien entendu, le gouvernement du fédéral avait lancé l'idée, là, immédiatement après la Convention, d'entamer des discussions avec les autres Premières Nations qui pouvaient potentiellement être touchées par ça. Okay? Et c'est là que nous avons créé là, un regroupement qui s'appelle le Conseil, à l'époque, le Conseil Atikamekw montagnais. Donc, les Atikamekw et les Inuits, les montagnais, se sont regroupés pour travailler ensemble travailler ensemble pour éventuellement déposer une demande de revendication au fédéral. En même temps, on a fait un grand travail de recherche, okay, on l'appelle encore aujourd'hui la grande recherche des années 70, qui a permis là, de bien identifier et bien documenter l'occupation territoriale de nos Premières Nations. En 81, il y a eu le dépôt de la revendication Atikamekw montagnais. Donc, avec cette grande recherche, on a appuyé là, ce dépôt de revendication. Et par la suite, on a entamé un processus, là, le processus de négociation. En 95, donc 14 ans plus tard, et après, je vous dirais, là, plusieurs déceptions, OK? Malheureusement, il y a eu la dissolution du Conseil Atikamekw montagnais. En 96, on a eu davantage un phénomène de régionalisation de la négociation. Donc, il y avait les Atikamekw, il y a 3 communautés Atikamekw qui se sont regroupées et qui ont entamé leur propre démarche de négociation. Au niveau des Inuits, il y a eu fractionnement également en 2 blocs. Le bloc centre, donc notre communauté à laquelle elle faisait partie, avec celle de Pessamit, celle de Ouachat Maliotenam, située tout près de Sept-Îles, celle de Sipit, tout près des Escoumins, et la communauté de Matimecoche, Shefferville. Il y avait par la suite le bloc de la Basse-Côte-Nord qu'on pourrait mentionner, là, donc les 4 communautés de la Basse-Côte-Nord, Ekwan, Chit, Mingan, Olemen, Chipi, Pakwa-Chipi, Notakwan. En 97, il y a eu un retrait de Ouachat Maliotenam et de Matimecoche dans notre processus, pour des raisons qui leur appartiennent, bien entendu, puis qu'on
on s'entend pour respecter le tout, qui faisait en sorte que Machaouyat et CP de Pessamit ont continué dans le processus de négociation. Je vous traduis tout ça parce que vous allez voir que vous allez constater là, que même au sein de la nation, ça a été là, d'une complexité là, terrible là, à faire front commun, là, parce que inévitablement les enjeux et nos situations sont différentes d'une communauté à l'autre. Donc, en 97, avec la relance de la négociation, on a embauché, bien sûr, un négociateur et nous, avec un mandat qui était clair, pour voir, effectivement, est-ce qu'on pouvait rapidement faire en sorte de trouver des pistes de solutions pour poursuivre la négociation ou devra-t-on regarder d'autres scénarios? Donc, en 2000 est apparue l'approche commune. Une approche commune, c'est les négociateurs qui se sont entendus sur un régime territorial et sur les aspects financiers. Okay? On a convenu que pouvoir, effectivement, s'il y avait une ouverture importante de la part des gouvernements là, pour faire atterrir un projet de traité, il y avait deux éléments qui étaient fondamentaux à aller explorer. Toute la relation avec le territoire, pour nous, était fondamentale. Donc, on a adressé ça, on a convenu d'une approche ou d'un régime territorial. Et il y avait toute la dimension des impacts financiers qu'il fallait, bien sûr, là, considérer. Donc, suite à ça, on a mandaté nos gens à poursuivre. Et est apparu, lorsqu'on on a en quelque sorte cautionné sur le plan politique l'approche commune, il est apparu la volonté de la communauté de Noutaquan de venir se joindre à notre démarche. Puis je rappelle que Noutaquan, tout à l'heure, faisait partie du bloc des communautés de la Basse-Côte-Nord. Okay? Donc, ils ont accepté, ils ont voulu s'insérer dans notre dynamique, ce à quoi, bien sûr, on avait accepté là, à l'époque. En 2002, les négociateurs s'entendent sur une entente de principe d'ordre général. Okay? Donc, les négociateurs l'ont soumis respectivement à leur gouvernement, le gouvernement des Premières Nations, le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Puis on se rappellera qu'immédiatement, au niveau du Québec, ça a entraîné une commission parlementaire là-dessus. Okay? Ce qui a fait en sorte que ça a pris là, un autre 2 ans pour la ratifier. En 2004, on a ratifié l'entente de principe d'ordre général. J'ai eu l'honneur, moi, là, le privilège au nom de ma communauté de pouvoir la ratifier en 2004. Cette entente-là, bien sûr, c'est une entente de principe d'ordre général. Ça n'a pas nécessairement de portée juridique, je vous dirais, là, mais inévitablement, ça engage là, les gouvernements à la respecter parce que c'est tout l'honneur de la couronne qui s'en découle. Donc, si le gouvernement prend une décision puis sans nécessairement la considérer, moi, je pense qu'elle se met dans une situation assez critique. Et ça, on a vu ça aussi à quelques reprises, malgré tout ça. Et on pense que ça a quand même une valeur, souvent on nous rappelle que l'entente d'un principe, ça n'a pas de valeur juridique, mais on pense honnêtement que ça amène le gouvernement à avoir de grandes obligations, notamment sur le chapitre des mesures transitoires. Donc, il y a des obligations, là, plus que morales, là, qui en découlent. Donc, pour nous, c'est un élément qui est assez fondamental, là, comme référence, je vous dirais, dans la poursuite de notre négociation. C'est une entente qui est basée sur la prépondérance locale, donc c'est pour ça que vous voyez là une répartition territoriale par communauté et des affectations territoriales par communauté. Donc un régime territorial par Première Nation. Ce qui est particulier dans cette entente-là, c'est une entente qui a été négociée, bien sûr, là, avec tout le cadre juridique, là, autant au niveau du Québec et du fédéral, à travers ces cadres-là, je vous dirais, là, mais on a bien senti que c'était aussi une négociation assez politique ou géopolitique, OK? Parce que les négociateurs, à l'époque, ont eu des go de part des premiers ministres de l'époque. Okay? Donc, qui ont bypassé l'ensemble de la machine administrative, okay, pour éventuellement se voir confirmer sur le plan politique le mandat de ratifier cette entente-là. Et ça, je vous dis, c'est important parce que dans la situation actuelle, vous allez voir que ça nous rattrape. Donc, au Canada, on se rappellera que c'était M. Paul Martin qui était là et qui a autorisé son ministre de l'époque, j'oublie son nom, à ratifier. Et du côté du Québec, c'était M. Landry.
comme premier ministre, qui avait aussi mandaté son ministre délégué aux Affaires autochtones pour ratifier cette entente-là. Donc, comme je le rappelais, ça sous-entend que les négociateurs ont eu un accès direct à chaque premier ministre pour se commettre. Entre 2004 et 2014, donc 10 ans, on est en poursuite de notre négociation. Je vous avouerai qu'on a assurément beaucoup de difficultés dans notre cheminement que nous avons rencontré. On n'était pas à l'aise, puis on l'est moins encore avec toute la cadence de notre négociation. Il y a eu beaucoup d'interférences sur le plan administratif de par les gros ministères. On a juste à penser à Justice Québec, Justice Canada, où pour eux, là, c'est inacceptable. C'est la perception qu'on en a, bien entendu. Il y a eu beaucoup de manque de communication dans les régions. Nous, comme Première Nation, il a fallu faire beaucoup de pédagogie là, auprès et de sensibilisation et d'information sur le plan de nos régions pour s'assurer là, de la compréhension juste et adéquate de l'entente que nous avons convenue. De l'esprit de l'entente également, elle est importante. Donc, malheureusement, le Québec et le Canada à l'époque n'étaient pas au rendez-vous à ce niveau-là. On a remis en cours de processus en question certains chapitres de différentes façons, pour tenter d'atténuer d'atténuer la portée de l'entente de principe, et dont un qui a pratiquement là, obligé un certain arrêt, un certain temps mort, et c'est celle entourant là, notre formule de reconnaissance de nos droits, y compris le titre aborigène. Et ça, on n'est vraiment pas dans le moule de la politique de revendication territoriale globale du gouvernement du Québec. Donc, on a cherché à venir le paramétrer, à venir le réduire à son strict minimum. Et ça a failli, là, je vous dirais, là, créer un arrêt de la négociation. Maintenant, on a clarifié les choses pour le moment. Mais c'est un enjeu de taille, parce que ça fait en sorte que si notre traité, si on atteint notre projet de traité, inévitablement, ça remet en question là, la politique au Canada à l'égard de la négociation qu'ils ont avec les Premières Nations. Nous participons à ce moment-ci à un groupe de réflexion sur le plan national. C'est plus nos juristes là, qui maîtrisent ces dossiers-là, mais pour sensibiliser l'ensemble des autres Premières Nations à travers le pays quant à la formule que nous avons développée pour que sur le plan du pays, les autres Premières Nations puissent s'appuyer là-dessus pour faire évoluer, bien entendu, l'éventuelle politique de revendication territoriale du Canada. Et à ce moment-ci, une autre difficulté que nous rencontrons, c'est que il y a trop souvent un non-respect de l'entente de principe dans les décisions gouvernementales que autant le Québec et le fédéral peuvent prendre là, dans les opérations courantes de leur responsabilité. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous donner peut-être un exemple bien précis. Entre-temps, depuis 2004-2014, on a eu le retrait de PSAMIT. Pour des raisons qui leur appartiennent. Il y a eu le retrait de PSAMIT, un gros joueur, dont vous avouez. Donc, inévitablement, ça a aussi eu ses secousses au niveau de la dynamique au sein des communautés pour notre cheminement. Est apparu l'arrivée d'un nouveau gouvernement, le gouvernement conservateur, où, je dois vous avouer, on a dû faire des pieds et des mains pour faire valoir notre approche, s'assurer qu'on ne porte pas préjudice à l'entente de principe. Donc, on a mis beaucoup de temps là, pour s'assurer que l'orientation et la dynamique d'échange
qui était là derrière cette approche-là demeure la même chose. Okay? Donc, on a fait un bon chemin. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis là quand même très positif. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Au niveau du Québec, on a eu, bien sûr, là, en 2002, c'est avec le Parti québécois qu'on a convenu. Est apparu en 2004 le Parti libéral. En 2012, le Parti québécois. Là, présentement, depuis la semaine dernière, le Parti libéral. Donc, on est dans cet environnement politique. Veut pas, ça a un effet direct au niveau de la cadence de la négociation. C'est inévitable. Donc, pour nous, on doit composer avec cette situation-là. Par contre, ce qu'on a convenu en 2014, et avec le fédéral et avec le gouvernement du Québec, puis on demeure convaincu qu'on va assurément convaincre l'actuel gouvernement libéral, puis soit dit en passant, le premier ministre, c'est notre voisin immédiat, donc sûrement qu'on aura l'occasion de se voir dans la région à quelques reprises. Mais ce qui est important, c'est que on a eu un commitment, je vous dirais, un engagement et du Québec et du fédéral pour se donner un échéancier. Okay? Et c'est l'horizon 2015. Okay? Donc, pour nous, l'échéancier, c'est important. Et au terme de cet échéancier-là, on a deux options. On espère être en mesure de déposer un projet de traité, ou inévitablement, on va faire état de la situation avec notre population qui va confier à son leadership politique là, un nouveau mandat par rapport à l'atteinte de cette autonomie. Maintenant, au niveau de l'entente de principe d'ordre général, c'est une négociation, je vous dirais, là, qui est ouverte, une négociation dans un esprit de recherche de solutions, hein. Okay? On n'est pas nécessairement en confrontation sur le plan juridique où on était là, on a entamé une discussion plus ouverte, très respectueuse là, et particulièrement là, on tentait de trouver des solutions dans notre cheminement. Pour nous guider dans notre négociation, nous, on est allé valider avec nos populations certains grands paramètres, certains principes. Okay? Et il y en a 4 qui ont sorti pour nous là, forts et c'est ce qui nous guide encore aujourd'hui là, notre cheminement. La première, c'est la reconnaissance de nos droits ancestraux qui comprend le titre aborigène. Donc pour nous, c'est une référence qui est immuable là, par rapport à ça. Le second, c'est le maintien du lien avec l'ensemble de notre territoire ancestral. L'exercice de nos droits peuvent évoluer, là, dépendamment du contexte. On sait bien qu'on n'ira pas chasser les outardes qui s'en viennent là, dans le centre-ville de Roberval, bien sûr. Donc, une variation quant aux modalités d'exercice de nos droits. Okay? Et on veut s'entendre, c'est sûr, avec la région à cet égard. On vise une cohabitation harmonieuse et pacifique. Et bien entendu, on met sur le partenariat, parce qu'on sait que tout seul, comme communauté, on n'y arrivera pas. On a la chance d'avoir des voisins qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous. Donc, c'est dans un esprit d'ouverture et de partenariat que nous abordons notre question de négociation. L'approche de discussion qui nous a amené là, à ratifier l'entente de principe, c'est fort simple. C'est parce que c'est une négociation qui est basée sur la reconnaissance. C'est ce qui on peut traduire l'entente de principe. On cherche à convenir des modalités d'exercice de nos droits, comme je le mentionnais, et non pas à confronter les juridictions ou la question des droits. Okay? Donc, on ne fait pas de bataille nécessairement sur le plan juridique. On s'entend qu'on a des droits. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les appliquer là et que ça fasse, et que ce soit là, harmonisé, je vous dirais. Donc, c'était un petit peu tout ça notre approche, je vous dirais. Donc, l'entente de principe confirme effectivement qu'on garde le lien avec l'ensemble de notre territoire ancestral. On a une formule de reconnaissance qui a été longuement travaillée par des
des juristes de renom à travers le pays, je vous dirais, là, qui nous ont proposé une formule qui répond à notre préoccupation, à la recherche, si l'on veut, de la reconnaissance de nos droits. Okay? Et qui, en même temps, répond aux préoccupations autant au niveau du Québec autant au niveau du fédéral, okay? Quant à le niveau de certitude. Donc, pour nous, c'est un élément qui est fondamental et on est convaincu qu'à minuit moins 5, avant le traité, le fédéral va vouloir revenir sur cette dimension-là parce que ça a un impact là, important dans le futur de ses relations avec l'ensemble des Premières Nations à travers le pays. On a bien entendu un lien avec l'ensemble du territoire qui se traduit là, par les différents régimes territoriaux. Donc, on a, là, comme vous pouvez le voir, là, dans l'autre carte, excusez, juste pour peut-être compléter avec ça. On a un territoire qui est orangé, c'est le territoire de la réserve faunique Ashwat-Mouchouane, où on s'entend pour qu'on va le prendre en charge, nous. OK? Et il y a une relation de partenariat qui va être établie avec la région. On a ce qui est en vert au haut et ce qu'on pourrait voir, là, si vous allez voir la carte là, qui est disponible au secrétariat des Affaires autochtones du gouvernement du Québec, tout est disponible sur ce site-là. Des parcs Innu, okay, qui vont être là, bien sûr, sous notre autorité. On a des sites patrimoniaux, okay, donc sur nos territoires ancestraux, il y avait des sites qui sont importants, qui avaient une histoire importante qu'on était capable de documenter, des grands lieux de rassemblement, par exemple, etc. Donc, on a identifié quelques grands sites patrimoniaux qui vont être sous notre responsabilité. Donc, je vous invite peut-être à aller visiter ça pour un peu voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, puis l'entente de principe, là, est public et sur le site là, du SAA, Secrétariat des Affaires autochtones au Québec, vous allez être en mesure de le trouver très rapidement. Maintenant, ce qui s'en vient, nos plus gros défis, c'est de faire atterrir un projet dans tout près d'1 an et demi, 2 ans, sachant qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient en plus. Et ce qu'on partageait autant au fédéral et au Québec, le pire ennemi qui fait face là, présentement, c'est le temps. Ça fait déjà 10 ans qu'on a ratifié l'entente de principe. Et nos plus grandes craintes, nous, comme leaders politiques de nos communautés, c'est que de plus en plus, on sent une perte de confiance de notre population à travers le processus. Cette perte de confiance va assurément entacher la crédibilité du processus de négociation. Et encore aujourd'hui, on porte atteinte ou on porte préjudice à l'entente de principe que nous avions ratifiée. Le plus bel exemple, un exemple là, assez simple, c'est le gouvernement du Parti québécois, il y a 1 an ou 2, je pense, à son arrivée, a mis un coup de barre sur le programme des mini-centrales. OK? Et sans nous consulter, sans nous informer, on l'a appris par le biais des médias. Et cette décision-là, elle est venue directement porter atteinte à l'entente d'un principe parce que nous avions convenu d'un 30 mégawatts, okay, en mini-centrale dans l'entente de principe. Okay, donc, c'est des décisions comme ça, ici et là, qui se prennent sans nécessairement là, nous informer. Et là, je passe sur tout le développement du territoire, où l'obligation de consultation là, est assez mitigée, je vous dirais. Donc, c'est une bataille au quotidien pour faire en sorte qu'on préserve là, nos droits et qu'on préserve surtout là, notre entente de principe là, pour s'assurer qu'elle puisse là, nous amener vers éventuellement un projet de traité. Donc, en conclusion, c'est clair que la négociation, c'est un processus qui est difficile, c'est un processus qui est complexe. Vous avez vu tout à l'heure la présentation de Maître Dupuis sur le plan juridique. Mais quand vous rajoutez à ça la partie politique, la partie de l'acceptabilité sociale au sein de nos Premières Nations et au sein de nos régions, inévitablement, là, ça complexifie grandement là, la dynamique de négociation. Mais j'estime qu'on n'a pas le choix de s'entendre. Okay? Donc, si, je pense, on fait preuve d'ouverture de part et d'autre, je suis convaincu que sur cette belle terre, il y a assez de place pour tout le monde de pouvoir s'épanouir. C'est ce qui nous motive à garder le cap dans notre cheminement. Merci.
l'exercice des vols à basse altitude sur la Basse-Côte-Nord. Ça, excusez-moi, mais c'était pas là en 1600 ni en 1500. On parlerait de 2014 au moins, là, mettons qu'on le négociait. Donc, on peut dire dans ce sens-là que c'est de droit nouveau parce qu'il est contemporain et qui n'avait pas été prévu parce que ça ne correspondait pas à une situation qui se posait à l'époque. C'est la clarification que j'apporterai. Merci. Merci. À un moment, il voulait dire, je suis de l'équipe du Centre Justice et Foi. J'ai deux questions simples. C'est comment vous réfléchissez, comment vous vivez la tension entre revendication des droits en vue d'une réparation d'une injustice historique, mais dans une optique d'égalité citoyenne, mais qui tient compte précisément du fait que les réponses à apporter sur le plan institutionnel ne visent pas pour autant l'uniformisation ou l'assimilation précisément des autochtones. Comment vous réfléchissez ça donc entre revendication de droits et pour que les réponses institutionnelles apportées ne visent pas précisément à vous uniformiser avec la majorité sociale ou à vous assimiler. Je sais que donc c'est tout le débat sur l'égalité complexe qui est en jeu ici. La deuxième question, c'est pour René Dupuis. Il y a une déclaration sur les peuples autochtones, elle n'a pas encore le titre de convention. Les autochtones à l'échelle internationale et d'autres peuples qui n'arrivent pas à faire aboutir des revendications sur le plan interne, je pense aux Palestiniens, même également des luttes sous l'égide de la déclaration des peuples autochtones. Alors cette espèce d'international autochtone qui se crée, donc l'internationalisation de la question autochtone, est-ce que ça amène à des stratégies politiques? Est-ce que ça octroie des nouveaux leviers précisément pour faire aboutir ces revendications en termes de complémentarité par rapport à l'impasse des fois des négociations intra-étatiques? Donc comment est-ce que ces solidarités-là se constituent? Est-ce que précisément ce lieu du lobby international donne des nouveaux rapports de force ou des nouveaux leviers? Oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour